s'appelait Circé, qui attirait pour ensuite anéantir. Aujourd'hui, l'Europe attire nos enfants et les anéantit en mer s'il s'agit de passagers clandestins. S'il s'agit de passagers qui ont pu obtenir un visa, ils nous reviennent plusieurs années après en perdant leur culture et une partie de leur identité. Donc dans tous les cas de figure, ils sont anéantis. Maintenant, ce que je trouve inacceptable, c'est un droit international qui est en fait l'article 13.1, alinéa 1 et 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui donne la liberté à chaque individu, quelle que soit sa zone de résidence et quelle que soit sa nationalité, de voyager librement et de s'établir dans n'importe quel état de son choix et librement. Tant que ces enfants-là, qu'il s'agisse de ceux qui meurent dans l'eau, qu'il s'agisse de ceux qui veulent aller étudier, qu'il s'agisse de tout simplement ceux qui veulent voyager pour voyager et aller se meubler le cerveau d'une manière ou d'une autre au contact d'autres, tant qu'on leur refusera ce droit de voyager, moi je ne mettrai plus les pieds dans ces pays-là. S'ils veulent voir mes œuvres et mon travail, ils n'ont qu'à faire le sens inverse, parce qu'ils sont suffisamment forts, eux, pour dire que nous avons le droit de voyager, de faire ce que nous voulons, mais vous n'en avez pas le droit. Quand ils viendront à ma porte, j'apprécierai si je les laisserai rentrer le camp. Voilà. C'est simple que ça. Mais du coup, je comprends la préoccupation, mais est-ce que à votre niveau, vous avez les moyens de votre combat? Seul individuellement, est-ce que ça peut peser dans la balance? On n'est jamais seul. Il y en a qui est fort, d'autres qui le gardent intérieurement, et d'autres qui usent d'autres moyens pour mener le même combat. Moi, c'est ma manière de faire. Oui. D'autres ont peut-être d'autres moyens. Ce qui est important, c'est l'objectif à attaquer. Oui. C'est cette liberté de circuler. C'est tout simplement cela. Mais quand vous parlez, on a l'impression que vous parlez. Du coup, quelle est donc la solution? Parce que ce soit en partant légalement, entre guillemets, ou en partant clandestinement, dans les deux cas, l'Afrique perd, de ce que vous dites. Non, ce n'est pas l'Afrique, c'est en fait l'individu qui perd. Ça se répercute sur son continent. L'Afrique, comme l'Europe, comme le monde, nous sommes tous des citoyens du monde. Nous ne pouvons pas réclamer ce droit de voyager, cette liberté d'aller et de nous établir où on veut, et vouloir tout simplement dire qu'on est africain et on restera africain ad vitam aeternam. Il y a un minimum. Aujourd'hui, cette notion de continent, cette notion de territoire, je n'y crois plus. On vit en réalité une certaine mondialisation qui fait que nous sommes tous, qu'on soit en France, en Chine, à Tokyo, à Dakar ou au Burkina, nous sommes tous dans l'enfermement déjà. Nous nous parlons par écran interposé. Bon, donc qu'est-ce qu'on va aller chercher ailleurs? Ce qu'on peut appeler économiquement un confort. Mais moi, le confort que j'ai ici, je dis que ça correspond au confort du multimilliardaire à Nice ou à Monaco. Je suis là avec beaucoup de vitamine D, plein de soleil, je suis pour la plage, je vis de ma passion, je mange ce que j'ai envie de manger et je suis en paix intérieure. Que peut-on demander de plus au ciel? Maintenant, s'il faut aller vivre un confort que moi je ne voudrais pas vivre, je resterai là. Pourquoi est-ce que j'irai m'emmerder dans un pays où en réalité pour sortir il faudrait que je m'habille comme moi je sens ça. Maintenant que j'y aille pour me meubler le cerveau, parce qu'effectivement ils ont des instruments qu'on n'a pas ici et qu'on n'a pas ailleurs, mais ça c'est tout à fait normal. Je suis un croyant, on nous a dit, enseigné, que la connaissance, il faut qu'on aille jusqu'en Chine si nécessaire pour la chercher. Donc de ce point de vue, pour aller chercher le savoir, pour aller chercher la connaissance, pour essayer de meubler mon cerveau afin d'échapper à la pauvreté et à la misère, j'irai n'importe où dans le monde. Mais si on veut me priver maintenant de ce droit, de cette liberté de pouvoir aller chercher la connaissance un petit peu partout, je dis que ceux qui veulent m'en priver, je leur priverai totalement parce que c'est moi. Ce que je contrôle, c'est ma porte d'entrée. Je ne contrôle pas le Sénégal, je ne suis pas le président. Mais ma porte, là, elle est à moi. Celui qui ne veut pas que je rentre chez lui, je suis tout à fait libre de lui dire pour rentrer pas chez lui. Mais quelle est la solution alors pour les jeunes qui vous écoutent, qui vous suivent et qui veulent voyager? La solution, elle est très simple. Qui veulent aller apprendre, parce que le risque de perdre sa culture est énorme quand même. Un homme sans sa culture, c'est... On peut voyager oui. sans perdre sa culture, sans perdre son identité. Oui.
Mais vous savez très bien que les jeunes qui y vont, on leur impose une certaine démarche pour soi-disant intégrer une société. Il faut se renier un peu. Ici, on n'impose à personne Quoi que ce soit. quoi que ce soit. Tu es togolais, tu es chinois, tu es américain, tu viens au Sénégal, tu vivras comme tu as envie de vivre. La seule chose qu'on va te poser, c'est ce qui est totalement interdit pour le pays et qui peut être nocif pour nos enfants. Ne sois pas un voyou, ne vends pas de drogue, etc., etc. Et ça, c'est universel. Mais dès l'instant où l'individu reste dans sa sénégalité et qu'il veut vivre en France, Alors, précisons que l'assimilation, elle est française. Mais il y a des modèles anglo-saxons comme américains qui sont beaucoup plus communautaires et qui sont ouverts à la diversité. Dans tous les cas de figure, il faut qu'on s'ouvre à la diversité. Oui. Sinon, on n'existera pas. Il faut s'ouvrir à la diversité. Je dis aujourd'hui, quand je vois par exemple des jeunes frères ou des neveux qui me disent par exemple quel pays dégage, je dis mais n'oubliez jamais que vous avez 4 millions de Sénégalais ailleurs. Ça n'a pas de sens. Le monde appartient à l'humain et nous sommes des humains. Il faut que les court-termistes qui nous gouvernent là cessent de penser à leur personne, mais pensent à l'humanité et à l'humain. Du coup, vous êtes alors... quelle est votre définition du communautarisme? Vous savez bien qu'il y a cette définition qui tend à dire que les Africains doivent se regrouper entre eux pour être plus forts et unis. Vous savez, il faut appeler un chat un chat. C'est pas parce qu'on constitue un grand nombre qu'on sera forcément beaucoup plus fort. Il faut qu'on apprenne d'abord où que l'on puisse être sur cette terre. Si on veut s'arrêter à la pauvreté, à la misère, c'est se meubler le cerveau avant de penser meubler son cerveau. Ça, c'est la première condition. Il faut comprendre que nous sommes dans un monde qui est gouverné par le savoir scientifique et le savoir-faire technologique. Si nous voulons être au même niveau que tout le monde ou dépasser tout le monde, il faudrait qu'on meuble suffisamment nos cerveaux pour disposer de ces savoirs ou créer ces savoirs. Il ne faut pas toujours aller que pour prendre. Il faut aussi être créateur de ces savoirs. Il ne faut pas rester que dans l'analyse. Il faut réfléchir et proposer des choses à analyser. Sinon, on ne bougera pas. Aujourd'hui, ce qui se passe au Sénégal, c'est ce qui se passe en France. Les Français sont aussi en retard que le Sénégal. Il faut appeler un chat un chat. L'Allemagne a le même niveau de retard que le Sénégal. Beaucoup de pays européens sont au même niveau que les pays africains. Parce que tout simplement, quand la machine dite de l'accélération simultanée a pris son départ, juste un petit peu avant la Deuxième Guerre mondiale, on était encore dans des concepts de socialisme, de libéralisme, des conneries comme ça. Aujourd'hui, toutes ces idéologies ont disparu. Tous les modèles économiques qui avaient été tracés ne servent plus à rien. L'homme, qu'il soit américain, qu'il soit chinois, qu'il soit français, qu'il soit sénégalais, a un gros problème. On ne sait plus quelle finalité donner au monde. Que vous soyez en France, que vous soyez ici, que vous soyez ailleurs, on ne sait plus quelle finalité donner au monde. On ne sait pas dans quel sens aller. Notre monde est en panne de sens. Mais en plus de ces problèmes liés à la finalité, il n'y a plus de centralité. Il n'y a aucune organisation internationale au monde qui sait où elle va. A fortiori, les organisations régionales ou sous-régionales ou même l'organisation nationale. Toutes les crises que vous avez à travers le monde. Ici, on a connu le mars dernier. Vous avez connu en France le problème des gilets jaunes. Et le monde n'a pas cessé encore de connaître ce genre de choses. Parce que tout simplement, quand Gordon Moore a mis en place cette fameuse loi Moore qui disait qu'il fallait multiplier les puissances des ordinateurs par 2 tous les 2 ans, il était peut-être, lui, loin de s'imaginer, et tous nos gouvernants, y compris ceux des Amériques, étaient loin de s'imaginer qu'on était en train d'installer le monde sur une trajectoire qui ne correspondait pas à la nôtre. Parce qu'en réalité, économiquement et scientifiquement, qu'est-ce que ça signifie? On mettait la science sur une trajectoire totalement exponentielle. Alors que vous, humains comme moi, nous sommes sur une trajectoire linéaire. On n'a pas besoin de sortir de X 1000 pour savoir que le linéaire ne rattrapera jamais l'exponentiel. Tout à fait. Alors, donc, c'est que cette différence-là, entre les deux vitesses, fera que jamais aucun homme au monde, aucun président au monde, aucun peuple au monde
ne sera suffisamment reconfiguré pour pouvoir suivre le rythme du changement actuel. Ça va provoquer quoi? Ils l'ont déjà annoncé. Aujourd'hui, ce sont des robots qui font en réalité les missions létales. Dans certains pays, ce sont les robots qui remplacent les ouvriers. Ce sont les robots qui remplacent les médecins. Avec la justice prédictive, ce sont les robots qui vont faire le droit. On va mettre dans des machines en fait, suffisamment de données pour qu'en 10 secondes, ils traitent de n'importe quel dossier. Le magistrat, l'avocat, sous peu, ne serviront plus à grand-chose. Alors, imaginez-vous un pays où il y a toutes ces violences climatiques. Imaginez un pays où, en plus des violences climatiques, c'est le taux de chômage augmenter tous les jours. Le nombre de déflatés augmenter tous les jours. Pensez-vous que ces pays-là peuvent connaître demain la paix? Pendant ce temps-là, ces court-termistes qui n'ont là que le prochain mandat en perspective, ce qui va se passer dans 5 ans ou dans 2 ans ou dans 3 ans, qui ne gèrent que leur propre personne et peut-être un groupuscule autour d'eux, pensez-vous que cela va régler les problèmes? Il faut qu'on change tout, jusqu'au mode de gouvernement, jusqu'à ce qu'on appelle de manière machin. Là, j'ai un parent sérieux qui me disait, mais la démocratie est le père de qui? Toutes ces philosophies, tous ces mots-là qui ne servent plus à rien. Il faudrait donc passer vers quoi? Repenser le tout. Vous avez une idée déjà? C'est plus simple, c'est revenir à l'homme. L'homme au centre. De tout. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Parce que l'homme est à la base de tout. L'homme est à la base de tout. Mais je crois en une chose, c'est ce que Marie Curie disait. Il ne faut pas qu'on ait peur de la science, il faut qu'on essaie de la comprendre. Comprendre cette science-là nous permettra de tirer en fait ce qui est pervers de cette même science-là et de la jeter, tant sur le plan économique, sur le plan scientifique, sur le plan médical, tout ce qui est pervers, prendre et jeter, et prendre ce qui peut profiter à l'homme et vivre avec. C'est tout. Mais est-ce qu'on ne va pas se dire aussi que votre idée elle est louable, mais elle est utopique dans le sens où, vu ce qui nous dirige aujourd'hui, l'idéal que vous défendez n'est pas prêt de voir le jour? Mais la seule chose qu'il faut retenir, il y a un Français qui le disait, c'était Dormesson. On peut être les plus grands inventeurs de la Terre. On peut être les plus grands mesquins de la Terre. On peut être ce que l'on veut. Mais de toute façon, nous subirons tous la même loi. On vient au monde, on grandit, on joue un rôle, et puis après on meurt. Aucun de cela n'est éternel. Même si ils disent qu'avec l'IA, ils vont essayer de repousser la durée de vie à 1 siècle, 2 siècles, etc., etc. Ils peuvent continuer à rêver. Je dis que c'est tout à fait possible. Parce que par le passé, on nous a enseigné dans les religions que certains prophètes ont été millénaires. C'est donc dire qu'ils n'inventent rien, hélas. Ils n'inventent rien. Ils copient encore mal, parce que ce qui est invisible est beaucoup plus fort que tout ça. Merci beaucoup. Alors, donc là, je suis à l'île d'Ungor pour une visite organisée par Autour de Marie. Donc ceux qui veulent venir au Sénégal, vous pouvez arriver ici. Là, je viens de discuter avec M. Abdoulaye Diallo, qui est le berger de l'île d'Ungor. Et vraiment très intéressant, très intéressant. Là, je vous ai pris un petit extrait de notre échange. Ce qui est vraiment génial avec le concept d'Autour de Marie, c'est que vous ne faites pas du tourisme, en fait, c'est une mise en relation. Par exemple, là, je viens de discuter dans le cadre de notre rencontre, il m'a passé les 6 livres qu'il a écrits. Donc, je viens de me prendre de la lecture. Quelle humanité pour demain? On voit que c'est beaucoup de titres philosophiques. Quelle humanité pour demain? Femme, mère de l'humanité. Il m'en a parlé un tout petit peu quand on était en haut. Les figures emblématiques des indépendances et de la démocratie sénégalaise, donc un livre d'histoire. L'Afrique face aux défis politiques, démocratiques et technologiques. Là, alors, art rupestre et contemporain, c'est un artiste lui-même, donc là on est dans son temple. Et bien évidemment, culture. Donc il a coécrit ces livres-là, mais c'est quelqu'un qui est très riche dans sa pensée, vous l'avez entendu dans quelques minutes. Nous, on a vécu depuis pratiquement 1 heure. Et si vous voulez le rencontrer, bien évidemment, je vous invite à vous rapprocher de Autour de Marie, qui organise ce genre de petits de tourisme un peu, comment on va dire ça? C'est un nouveau concept. C'est pas du tourisme passif dans lequel on visite un endroit et on s'en va. Là, elle crée des connexions avec des personnes. Et vous pouvez être sûr que là, je viens de faire une rencontre, je vais garder son contact
On va continuer d'échanger. Je vais lire ce bouquin. Je vais rentrer dans sa tête pour comprendre comment il pense et je vais forcément m'enrichir parce qu'en très peu de temps déjà, il m'a challengé sur plusieurs points et c'est juste génial. Donc, merci beaucoup autour de Marie qui nous permet aussi d'avoir cet échange, cette vidéo. C'est quelqu'un de très cash, très vrai, authentique dans sa pensée. Peut-être qu'il y a des éléments sur lui sur Internet. C'est un grand artiste ici. Et on voit bien que c'est quelqu'un qui a aussi la tête bien pleine. Merci beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ce qu'il a dit là. Il a challengé beaucoup de choses. Il fait comprendre que de toutes les façons, quand l'Afrique envoie ses enfants en Europe, d'une manière ou d'une autre, elle les perd un tout petit peu. Soit c'est dans l'eau, soit c'est avec un manque de culture. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de problèmes de culture. Et quand il y a une société comme la société française qui combat les autres cultures, parce qu'en France il faut s'assimiler et renier un peu une partie de soi, on peut comprendre la pertinence des mots qui ont été dits dans cette vidéo. Ciao.